Bonsoir, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 2 février 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Il fait certainement tard en Europe ou en Afrique, mais nous aimerons ce soir essayer de tenir une conversation claire avec vous euh, pour que nous puissions regarder dans la profondeur le rapport publié par Global Witness, le rapport qui a été publié le 27 janvier 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Comme d'habitude, tous les dimanches, on se connecte un peu tard pour essayer de discuter d'un certain nombre de choses. Le rapport de Global Witness, nombreux parmi vous ont parcouru ce rapport dans la légèreté certainement, mais nous, on aime toujours aller regarder dans la profondeur qu'est-ce que ça signifie pour le peuple congolais, qu'est-ce qui a été réellement dit dans ce rapport de Global Witness et comment cette société qu'on appelle ici la Société nationale des pétroles du Congo impacte négativement la situation économique, impacte négativement la vie sociétale de tous les Congolais. Nous aimerons toujours regarder les choses dans la profondeur, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer aux Congolais le plus moyen, par les expressions très faciles de notre petit français, on essaie d'expliquer les Congolais pas à pas pour que ce peuple-là puisse comprendre le rôle que cette société joue au niveau du Congo. Et quels sont ces mécanismes que cette compagnie a mis en place pour pouvoir piller l'argent du contribuable congolais. Et notre rôle, c'est d'expliquer aux compatriotes congolais et aussi à tous les amis du Congo la situation réelle en ce qui concerne le domaine pétrolier au Congo. Si vous essayez de regarder le titre publié par Global Witness, le titre de Global Witness disait, je vais simplement aller le chercher pour le montrer clairement, il dit, qu'est-ce chiffonné, où est passé l'argent du pétrole congolais? Et ça, c'est dans le rapport du 27 janvier 2020, publié par Global Witness, le tout dernier rapport que Global Witness venait de publier sur le Congo-Brazzaville. Où est parti l'argent du pétrole du Congo? Le Congo, on peut dire que les premiers revenus du Congo viennent du pétrole. Les premiers revenus du Congo viennent du pétrole. Et on peut dire que, d'une manière générale, comme l'a dit celui qui était le PDG de cette société, donc le fils de Sassou, Christelle Sassou-Denis, l'a dit lors d'une conférence, que sa compagnie, donc la Société nationale de pétrole du Congo, détient quasiment 95% des recettes de l'État. Donc vous comprenez que l'État congolais peut bien fonctionner si et seulement si la Société nationale de pétrole du Congo est en bonne santé financière. Donc si cette compagnie n'est pas en bonne santé financière, ça veut seulement dire que l'État est dysfonctionnel parce que les 95% des revenus de l'État viennent de cette compagnie, donc du pétrole et du gaz. Bon, il faut compter aussi qu'il y a aussi d'autres compagnies qui exercent, par exemple les compagnies qui exercent dans le domaine forestier, ça aussi ça existe. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir différentes compagnies qui exercent dans les domaines miniers, vous voyez, chers amis. Mais, en tout cas, comme l'a dit le fils de Sassou, les recettes de l'État proviennent pour la grande partie, on peut dire 95%, dans le domaine pétrolier. Donc, la santé financière de la Société nationale de pétrole du Congo peut dicter la situation économique du Congo, peut dicter la situation économique de tout un pays, peut dicter la vie des citoyens au niveau du Congo-Brazzaville. Mais si la santé financière de ce pays-là, de cette société que nous appelons la Société nationale de pétrole du Congo, que nous allons abréger ici par la SNPC, si cette santé financière est caduque, c'est tout le pays est dans une situation difficile.
pour commencer, qui donc a géré, selon le rapport publié par Global Witness, qui présente les résultats quasiment de 2001 jusqu'en 2018 ou 2019, on peut dire comme ça, fin de 2019. Qui donc a géré cette compagnie pendant toute cette période-là? Nous allons donner quelques noms que nous allons considérer ici comme les acteurs de tout ce scandale financier. Et nous allons donner quelques noms. Pour commencer, la Société nationale de pétrole du Congo a été créée en 1998 à la suite du coup d'État de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est venu mettre en place ce projet qui revenait déjà de l'Issouba, parce que le projet de l'Issouba, c'était éventuellement la Société nationale de pétrole du Congo. Quand l'Issouba disait aux Congolais, je ferai du Congo une petite Suisse, les gens se sont mis à crier, mais l'Issouba, puisque le premier mandat, nous connaissons, a été perturbé par des tensions politiques, même des conflits qui ont entraîné la mort d'hommes, mais ces conflits ont été bien activés par un homme qui avait perdu le pouvoir, parce que le peuple ne voulait pas de lui. Il s'agit ici de Sassou Denis, qui a donné un peu cette envie à un certain nombre des acteurs politiques de pouvoir mettre un peu des freins au président démocratiquement élu au Congo, qui est ici le président Pascal Lissouba. Bon, nous connaissons le plus grand conflit, c'est éventuellement des conflits menés entre les gens de partisans de Kolela Bernard, qui est le père de Parfait Kolela aujourd'hui, et puis avec les gens de l'Issouba, nous connaissons ce que le pays a connu. Mais dans tout ça, il y avait un acteur principal. L'acteur principal, c'est celui-là qui voulait forcément activer le feu au Congo et qui, en fin de compte, qui est revenu au pouvoir et nous connaissons les conséquences. Donc, le projet de la Société nationale de pétrole du Congo, c'était un projet ficelé par Pascal Lissouba qui disait que le Congo devait décoller de son deuxième mandat. Il comptait éventuellement sur les parts du pétrole du Congo qu'il avait brillamment négociées et éventuellement ce sont ces mêmes parts de pétrole qu'il avait brillamment négociées qui a fait que le coup de Sassou puisse arriver et de lui chasser au pouvoir. Donc, Sassou fait le coup d'État, il gagne avec l'assistance de l'Angola, bien sûr appuyé par la France, ici par Chirac, voilà. Donc, ils réussissent de remettre Sassou Denis au pouvoir, mais à quel prix? Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de morts en ce moment-là. Beaucoup de Congolais ont perdu la vie. Mais ils ont installé Sassou. Sassou avait pensé que c'était un projet très utile de maintenir ce projet. Mais Sassou a retenu ce projet non pas pour faire fonctionner ou faire évoluer le Congo, ou faire du Congo une petite Suisse, mais de faire de sa propre famille, de son propre clan, une petite Suisse. Donc de développer sa famille, de faire que les Nguesso deviennent aujourd'hui les hommes les plus riches du Congo, les multimilliardaires, de créer un cartel de vol, de mafia bien piloté, bien coordonné, bien ficelé pour simplement augmenter la souffrance du peuple congolais. Parce que le projet que Sassou a retenu de la Société nationale du pétrole du Congo, c'est clair, c'est pour accélérer la souffrance du peuple congolais, la misère, pour accélérer la destruction complète du Congo, mais pour aussi accélérer l'enrichissement au sein de familles ou au sein du clan. C'est ça le projet. Donc, 98, il met en place la Société nationale de pétrole du Congo. Déjà, la compagnie est totalement ethnicisée. Tous les grands dirigeants de cette société sont gérés par des gens propres de sa famille, que nous appelons ici les Moshidoyo, et puis quelques amis dans ce cercle de pillage du Congo. Mais Sassou Nguesso avait pensé que pour bien contrôler la machine financière au sein de cette société de pétrole du Congo, il fallait qu'il puisse mettre des clients, des gens qu'il peut contrôler, des gens qui peuvent lui faire le rapport sans tabou, le rapport direct. Donc il avait pensé que son fils pouvait être l'élément clé ici, qui pouvait faire tout le rapport nécessaire, faire tout le bon boulot,
qui devait favoriser donc l'enrichissement de la famille. C'est là où il demandait donc au fils qui avait brillamment échoué à l'école militaire, le général de Clercq de Brazzaville, qui tournait un peu dans les quartiers de Brazzaville, plateau de 15 ans. Donc il le détache à Londres pour travailler au sein de la branche de la Société nationale de pétrole du Congo qui était basée à Londres. Bon, cette branche existe toujours au nom de la Société nationale de pétrole du Congo. Mais il est parti là-bas et en même temps, ils ont donc pensé mettre en place ce que nous appelons la Co-Trade. La Co-Trade, donc simplement, c'est la branche qui s'occupait de la commercialisation du pétrole et du gaz du Congo. Donc les parts du pétrole et du gaz du Congo. Donc la Co-Trade est une filiale de la Société nationale de pétrole du Congo. Mais la Société nationale de pétrole du Congo récupère la part du pétrole du Congo, donc le brut ou le gaz du Congo. Donne à la Co-Trade qui est basée à Londres, et la Co-Trade vend le brut ou le gaz du Congo sur le marché, et donc le capital est récupéré et remis donc à la Société nationale de pétrole du Congo, qui est une société nationale, donc qui devait donc déverser les dividendes du Congo au trésor public congolais, et bien sûr, il y a ce que nous appelons les frais de l'exploitation et du fonctionnement de la société, qui devaient continuer à faire fonctionner la société, éventuellement en préparant les produits des fonds, par exemple, liés à l'exploitation, liés à la production, ainsi de suite. Donc c'est cela. Sassou là a eu le bras droit qui est là, qui est le fils, qui est Sassou Denis Christel. Donc un acteur majeur dans ce projet. Un acteur majeur dans ce projet. Denis Christel, malin qu'il est, il crée donc une autre magouille avec son père. Donc, dans leur calcul intelligent, ils se sont décidés de créer une deuxième filiale de cette même Co-Trade là. Vous voyez? Et donc, ils divisent les responsabilités. Ils disent que les responsabilités vont donc se diviser de la manière suivante. La Société nationale de pétrole du Congo récupère la part du pétrole du Congo, transmet à la Co-Trade qui devait s'en occuper de la vente. Donc la Co-Trade qui est basée à Londres. Vous voyez, chers amis. Et dans leur magouille, Denis Christel demande donc à la Co-Trade de Londres que tu ne peux plus, tu vas commercialiser, mais tu ne récupères pas le cash. Le cash va être récupéré par la Co-Trade Asia Limited, donc une Co-Trade qui est basée désormais à Hong Kong, et une autre partie à Singapour aussi. Donc, on crée encore une deuxième sous-traitance dans la même boîte. Mais c'est simplement une technique de changer de piste, de brouiller les pistes. Vous voyez, chers amis. Donc, la Co-Trade de Londres va chercher les clients, trouve les clients, transmet le brut, transmet du gaz. La Co-Trade Singapour ou Hong Kong s'en occupe d'aller récupérer le cash. Et donc, quand le cash est récupéré, forcément, il y a des pistes qui sont changées. La Co-Trade, qui est basée à Londres, qui s'occupe de la commercialisation, parfois ne récupère plus le cash qu'elle va pouvoir transmettre à la Société nationale de pétrole du Congo pour que la Société nationale de pétrole du Congo puisse réinjecter cet argent au trésor public congolais ou encore assurer les frais de fonctionnement de la société. Ici, il faut regarder les coûts liés à l'exploitation, ainsi de suite, parce que, puisqu'il s'agit ici de contrat partage. Contrat partage veut dire les multinationales, les grandes multinationales ici que nous faisons affaire, c'est Total, à l'époque aussi, c'est simplement Elf, qui est devenu aujourd'hui Total. Il y a Leni, il y a Chevron, et aujourd'hui nous avons d'autres petites boîtes que ces mêmes gens ont ouvert. Donc vous voyez que dans les contrats partage, c'est tous les deux partenaires qui viennent, qui se partagent. Bon, il y a des frais liés à l'exploitation, il faut payer des compagnies qui vont faire de l'expertise pour trouver du brut ou de l'huile dans cette zone. Il faut donc payer des compagnies qui vont donc apporter l'expertise dans l'exploitation jusqu'à la production du brut. Et quand le brut est retrouvé, et toi tu auras ta part.
Mais pour que cela arrive, il faut qu'il y ait un fonds d'investissement. Et ça, c'est établi dans les contrats pétroliers. Vous voyez, chers amis. Donc, le cash est récupéré par la Cotrade Asia Limited, pilotée par Denis Christel Sassou, parce que cette partie du cash a été gérée 100% par Denis Christel. Vous voyez, chers amis. Et le cash n'était jamais arrivé au trésor public congolais. Donc, vous voyez que ce fils est parti, il est à la Société nationale de pétrole du Congo depuis 2001. Depuis 2001. Et il a été patron de la Cotrade, les deux Cotrade, hein, celle de Londres et celle de Hong Kong, de 2005 à 2009. Donc depuis 2001 jusqu'à 2005, il était en train de ficeler les rouages de la magouille, de la mafia. Mais Sassou Christel ne peut rien faire sans que son père ne soit informé, parce que c'est le père qui lui a donné ce rôle-là, de faire ce travail-là. Voilà, du vol et du pillage, là. C'est son père qui lui a donné ce rôle-là. On demande aux amis de ne pas appeler, parce que ça brouille un peu les fils des idées. Attendez à la fin, comme ça on va vous rappeler. Donc, il a pris les commandes de la Cotrade, filiale chargée de la commercialisation de la Société nationale de pétrole du Congo. Les deux Cotrade, Asia Limited comme la Cotrade basée à Londres. Depuis 2005 jusqu'en 2009, il a été le grand patron de cette compagnie. Il y a eu une magouille extraordinaire. Ah, le Fonds monétaire était obligé de demander au Congo de fermer la Cotrade d'une manière générale parce qu'il y a trop eu de malversations financières. Et ça, la fermeture, le FMI a demandé cela, c'était je crois en novembre 2009. Il va falloir que Sassou n'avait pas de choix parce que en réalité c'était un vol, hein, légalisé à travers cette compagnie. Donc le blanchiment d'argent, le placement de l'argent du Congo, donc le vol bien ficelé en partant du père au fils et tout le monde. Mais il faut aussi dire que pendant toute cette période, il y avait l'individu celui que nous appelons Calix Ganongo, qui était le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo. Il y avait des gens comme les Ngokana qui ont dirigé aussi cette compagnie. Hein? Qui ont dirigé cette compagnie. Donc, et quand le FMI, le Fonds monétaire international, a demandé au Congo de fermer la Cotrade parce qu'il y avait trop eu de la malversation financière, le pillage d'argent du Congo, des magouilles, des cargaisons fantômes, hein? Sassou Nguesso va donc détacher son fils pour un petit temps. Mais quand même qu'il a été détaché, il continuait toujours à assurer son trading du pétrole du Congo, sans pourtant occuper cette fonction, avant que Sassou ne le nomme PDG de la Société nationale de pétrole du Congo Distribution en janvier 2011. Ouais, chers amis. Oui, les Bruno Itoa ont dirigé aussi la Société nationale de pétrole du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc tout ce monde, chers amis, comme on vous le signale ici, Sassou le nomme directeur général adjoint chargé de l'aval pétrole du groupe de la Société nationale de pétrole du Congo et de l'administrateur général de la Congolaise des raffinages, donc la CORAF. Donc, Christel, là, était censé apporter l'amélioration dans la distribution des produits d'hydrocarbures au Congo. Donc, vous avez les essences, le gasoil, le mazout, le pétrole en pont, le gaz. Donc, faire tourner la CORAF, potentiellement même construire une deuxième raffinerie à Pointe-Noire, expandre l'exploitation ou la distribution du carburant même dans la sous-région pour continuer à faire venir du cash au Congo, continuer à générer de l'emploi, continuer à générer de la richesse au Congo. Alors que la sous-région, on peut avoir le Gabon, peut peut-être avoir besoin de notre pétrole, on peut peut-être proposer, on peut ouvrir des stations, c'est des contrats comme ça qui se fait. Vous voyez, chers amis, on peut vendre la République centrafricaine, on peut voir la RDC, sinon aussi on peut avoir des stations et tout. Donc on génère de la richesse, chers amis, hein? On génère de la richesse. Ben, ce type a été incompétent.
incapable de gérer, mais simplement parce qu'il porte le titre de fils de Sassou. Donc un kleptomane à la tête d'un État. Nous connaissons les pénuries en carburant jusqu'à ce jour. Nous connaissons les pénuries en gaz, en connaissant toutes les pénuries que ce pays-là court. Hein? Le pays n'est pas approvisionné, on ne peut même pas dire 15% d'approvisionnement en produits de carburant. Ouais, chers amis. Mais à la place, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Que des scandales financiers, que nous allons donc vous parler des scandales financiers que Global Witness a parlé ici. Déjà, quand ils géraient déjà cette compagnie, en dehors des scandales que Global Witness venait de parler, nous savons tous que en 2005, hein, le tribunal britannique a mis au jour l'implication de Denis Christel et de Denis Ngokana, hein, dans ce que nous avons appelé ici des transactions sham transaction. Donc sham c'est S-H-A-M, visant des cargaisons de pétrole au-deçà de leur valeur marchande. Hein? Et ça, c'est connu, le tribunal britannique les a condamnés dans cette magouille-là. Denis Christel et Denis Ngokana. Ils ont toujours fonctionné dans cette machine-là. On peut encore parler d'un autre scandale que Denis Christel a été pris dans le blanchiment d'argent du Congo. 70 millions de dollars américains entre lui et sa sœur Claudia, dont lui il a bénéficié de 30 millions et la sœur a bénéficié de 20 millions, jusqu'à aller acheter même un appartement à New York pour sa fille. Donc tous ces scandales-là sont répertoriés. Ouais, chers amis. Donc, les amis de Global Witness sont en train d'aider le peuple congolais et aussi à aider la communauté internationale à comprendre un État géré par un kleptomane qui s'est accaparé de la richesse nationale pour ses intérêts de famille. Si nous essayons de regarder la République du Congo, troisième plus grand producteur de pétrole dans l'Afrique subsaharienne, mais qui est en faillite, comment pouvez-vous expliquer ça? La République centrafricaine, c'est un pays, on peut dire, quasiment enclavé, puisque nous savons que la République centrafricaine a quasiment des frontières avec tous les pays de la sous-région. Mais on ne crie pas aussi de cette crise-là, crise financière-là, qu'au Congo-Brazzaville. Hein? Au Gabon aussi, on ne voit pas aussi les gens crier à cette crise-là comme chez nous au Congo, où c'est devenu un atout, ou des petits politiciens que nous avons vus hier passer sur John Lewis, venus nous parler d'un forum économique qui sera la solution pour les problèmes du Congo. Jusqu'à vouloir même dire que les rapports que Global Witness là ont dit là, hein, ce sont des blancs qui n'ont pas trouvé ce qu'ils sont en train de chercher au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi ils viennent sortir ces rapports. Et ça, c'est un petit politicien qui vit à Montréal, qui prend le titre de chef de file de l'opposition en Amérique du Nord, lui qui a été viré dans la convention de la diaspora des Congolais du Canada pour des motifs d'acquaintance avec le régime de pouvoir, jusqu'à même des accusations de recevoir 20 000 € de la part du régime Sassou. C'est pour cette raison qu'il a été viré dans la convention de la diaspora du Congolais du Canada. Le message a été publié le communiqué final a été lu par M. Georges Goma. Les vidéos sont là sur YouTube. Bon, un type pareil qui a été viré par la convention de la diaspora des Congolais du Canada, comment peut-il devenir le chef de file de l'opposition? Si c'est cet argument qu'il est en train d'utiliser pour vendre sa marchandise au Parti congolais du travail, au PCT, déjà qu'il est allé vendre son arme et son petit groupe, le petit groupe que moi j'ai contrôlé ici, hein, que j'ai beaucoup contrôlé ici, hein, qu'on peut, s'il veut chercher un débat, nous sommes toujours des gens de débat, on peut s'asseoir un peu débattre, hein. Ce même individu qui s'est dit, hein, chef de file de l'opposition, qui déjà est arrivé, déjà l'une des raisons que moi je me suis retiré de cet individu, c'est
une parole qu'il arrive à me dire, hein, cette personne. On l'a vu sur la radio de la communauté des Dinoïs. Bon, on a eu à faire une manifestation entre lui et moi, hein, au centre-ville de Toronto. Lors de son passage vers Montréal, je lui ai dit, bon, tu passes par la maison, on va se partager un petit jus. Ça, c'est entre parenthèses, hein, avant qu'on continue de faire, hein, parce que nous sommes toujours en train de développer l'argument. Je lui ai dit, tu passes à la maison, on va prendre un petit jus, tu amènes les enfants, on va se partager un petit truc, et tu pourras continuer. Et heureusement même que j'ai changé d'adresse. Parce qu'un type pareil, tu vas lui faire confiance, puisqu'il est maintenant très proche de ce régime, ben, il est capable de vendre mon adresse au régime Sassou, vous voyez, chers amis. Donc, il vient chez moi, moi je suis devant, il venait derrière, dès que j'arrive à la maison, une parole qui m'a toujours touché, ce qui fait que je me suis totalement désengagé de cet individu. Je savais déjà par la parole qu'il avait sortie ce jour-là, ça me disait déjà là où cette personne devait aller. Parce qu'il était venu dans ce combat pour chercher le bien matériel pour chercher les honneurs. Il vient dans le quartier, il descend chez moi, il voit là où je vis, il dit, merde Bernard, non, tu es en train de mentir, tu me mens. Mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il me dit, tu me mens. J'ai dit, ben, je te mens par rapport à quoi? Il me dit, non, là où tu vis, non, c'est pas vrai. Dis-moi, tu travailles pour le régime Sassou. Parce que là où tu es là, tu ne peux pas avoir ça. Donc il a vu déjà le quartier, l'environnement. Il a vu là où je vis. Il me dit à moi, cet individu-là qui est passé, qui se dit chef de file de l'opposition, qui vit à Montréal, qui est passé sur Dinoïs, qui nous parle, qui est venu nous traiter, nous, des youtubeurs, qui est venu nous traiter, nous, des agitateurs politiques sur les médias, que YouTube nous paye des $1000, lui qui est venu chez moi, qui a vu le quartier où je vis, qui a vu ma maison à moi, qui me dit, moi je travaillais pour Sassou, donc je suis en train de le mentir. Que moi je l'explique comment j'ai fait pour que lui aussi puisse avoir les gens de Sassou qui vont lui acheter une maison au Canada. Et cette parole m'avait choqué et je n'ai pas hésité, hein, de lui le dire. Hein. Je dis, écoute, si tu penses que tu viens dans ce combat pour chercher le bien matériel, tu ne vas pas donc chercher à t'engager avec moi. Si tu penses que pour s'acheter un bien ici, il faut aller voler l'argent du Congo, tu te trompes. Je sais comment nous travaillons fort, mon épouse et moi, comment nous bossons ici pour obtenir ce que nous avons. Oui. Et ce jour-là, quand il est parti, là, je dis, ce type-là, c'est sûr que dans les jours qui viendront, s'il va avoir l'opportunité, il va changer le camp. La preuve, nous en sommes là. Oui, donc ça, c'était une petite parenthèse. Parce qu'il a dit sur la radio de la communauté que le rapport de Global Witness, c'est le mensonge. Parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont cherché à obtenir auprès de Sassou. Toute cette vérité que Global Witness est venu nous sortir. Parce qu'il a choisi le côté et le camp de Sassou. Et lui, il propose un forum comme la solution. Mais nous allons lui démontrer que le forum que tu proposes n'est pas la solution. Parce que déjà, tu n'as pas envie que le régime Sassou puisse te organiser un forum. Les forums économiques, il y en a ici. Des individus, des particuliers qui se regroupent et qui font des forums, qui passent dans des villes, dans des universités. Tu peux aussi organiser ton forum sans pourtant que Sassou puisse t'organiser. Au Congo même, il y a des Congolais qui organisent des forums. On a vu plusieurs forums sur l'agriculture pour diversifier l'économie. Par exemple, il y en a, ça se passe à Pointe-Noire. On en a vu là, à Kintélé. Donc tu n'as pas envie que Sassou te donne son argent ou te reçoit. Mais si Sassou va recevoir un type comme toi, déjà avec des facultés intellectuelles affaiblies, avec une vision qui ne représente pas l'intérêt général, ben, je dirais que Sassou c'était un véritable malade, un véritable fou, s'il reçoit un type comme toi. C'est ça qui est la vérité. Parce que la proposition du forum économique avec tout le pillage que nous sommes expliqué, ça ne cadre pas dans la situation réelle du Congo. Voilà pourquoi nous sommes même en train de dire aux gens comme des Ntoumi, qui est déjà ton mentor à toi, on n'est plus au temps où ils ont complété avec Sassou pour massacrer le peuple, là c'est fini là. Là nous sommes dans une autre dimension. C'est ça qui est la vérité.
Donc c'était une petite parenthèse pour dire déjà que la parole que cette personne m'a dit, celui qui se dit chef de file de l'opposition, qui a été viré par la convention de la diaspora des Congolais du Canada, celui qui est venu ici, qui s'est dit, hein, il a dit aux autorités de ce Canada qu'il était réfugié parce que au Congo, il était apparemment, comment on les appelle, je n'ai pas envie d'utiliser une expression vulgaire, LGBT, hein, LGBT, il était gay au Congo, que le régime de Sassou le maltraitait parce qu'il était gay. Le régime de Sassou ne peut pas accepter qu'un homme puisse se marier avec un homme au Congo. Donc il est persécuté par le régime de Sassou. C'est ça qu'il est venu dire aux autorités canadiennes ici. Et donc le Canada l'a reçu. Et là, il veut repartir au Congo, vouloir dire que bon, ça marche maintenant, je deviens partenaire de ce régime. Bon, vous voulez mentir qui là? Vous allez mentir le Canadien? Vous allez nous mentir, nous qui payons les taxes ici, nous qui payons des énormes pour vous nourrir, vous qui venez ici sans emploi et vous montez. Oui, chers amis. Donc, c'est cela. Le mensonge que vous venez divulguer, et vous venez vous attaquer aux gens qui sont propres dans leurs intégrités, dans leurs esprits, dans leur façon de faire. Vous devez faire excessivement attention. Par exemple, quand vous venez nous attaquer, nous traiter de youtubeurs pour des heures et des heures qu'on dépense pour aller chercher l'information, ouvrir le peuple congolais. Et on voulait simplement d'abord demander à cet individu combien YouTube lui a déjà payé. YouTube lui a déjà envoyé une facture, un chèque de $1000 qui nous les montre. C'est ça qui est la vérité. Donc, ne s'amusez pas avec ce combat. Si vous êtes venu pour le combat pour rechercher les honneurs, mais nous avons un pays à libérer. Vous voyez, chers amis, nous avons un peuple à libérer. Nous avons des jeunes que nous voulons encadrer. Nous avons une intelligence que nous voulons déverser dans tous ces jeunes qui sont au Congo là. Vous voyez, chers amis. Donc, si vous voulez faire vos petits cinémas, tu ne connais pas la politique de toutes les façons. Parce que moi, j'ai rédigé tes discours. Et je te le dis là. Les preuves sont là. Si tu veux, on va passer au clash. Tu veux un débat, il y a plusieurs médias qui sont là, on peut se mettre à débattre. Tu as insulté Sassou, les vidéos sont là. Tu as traité Sassou de tout. Mais tu viens aujourd'hui dire que, oui, les conditions électorales sont réunies. Toi qui as combattu ce même système électoral. Vous voyez? Gourou Girouette. C'est trop sale ça. Hein? Ce type de comportement. Voilà. Donc, comment voulez-vous expliquer, comment pouvez-vous expliquer qu'un pays, troisième producteur de pétrole dans la zone d'Afrique subsaharienne, devient en faillite? Où est parti l'argent du Congo? C'est la question c'est cette question que tout le monde devait se concentrer, que tous les Congolais devaient se concentrer. Vous ne pouvez pas faire la politique sans argent. Vous pouvez organiser tous vos forums économiques comme vous le voulez. Vous pouvez diversifier votre économie dans tout ce que vous avez écrit dans vos papiers. Si l'argent du Congo ne sort pas, rien ne se fera. Et nous sommes d'abord là pour récupérer l'argent, condamner ceux-là qui en voulaient. Comme se passe cela, le petit politicien qui se dit grand politicien, qui vit à Montréal, qui vous dit le chef de file de l'opposition, il dit non, on ne va pas chercher à savoir qui a volé, qui n'a pas volé. On veut diversifier l'économie. C'est comme s'il connaît qu'est-ce que c'est la diversification de l'économie. Il a fait quelques d'études économiques pour pouvoir le faire. C'est quoi son niveau d'intellectualisme? Ou dans le domaine économique, ou même dans le domaine politique. Moi, je ne suis pas un politicien. Je l'ai toujours dit. Je suis ici en tant que société civile et j'éclaire le peuple avec mon petit français, mon petit niveau. C'est ça que je fais. Je ne fais pas de la politique ici. Et moi, je ne viens pas là pour aller chercher une fonction. S'il y avait une fonction pour aller occuper au Congo, je l'occuperais. Des propositions. Vous savez combien de gens ces gens-là ont envoyé au Canada ici pour chercher à rencontrer, pour chercher à me rencontrer? Moi, Pongi. Oui, chers amis. Parce qu'on a une intégrité à respecter. On a une conviction. C'est ça, une conviction. Quand on a une conviction pour la libération du Congo, on croit à ça jusqu'à la mort. On ne change pas de chemin. On ne devient pas une gourou girouette.
comme eux, qui changent comme ça. Comme lui, d'ailleurs, moi je le dis, il sait de qui je parle. Et le peuple congolais sait de qui je parle. Comme hier, il n'a pas cité mon nom, moi je ne cite pas aussi son nom. Mais moi, je donne des indices pour l'identifier, comme lui, il a donné des indices. Oui, Inch'Allah. La Société nationale de pétrole du Congo, ils ont fait la publicité au pays. Oui, nous sommes en difficulté, mais nous allons aller chercher de l'argent auprès du FMI. Ils ont chanté, ils ont dansé. Ils ont rassuré leur peuple. Le régime Sassou, 40 ans de pouvoir, dans la gestion du pétrole, toujours dans les mêmes magouilles, la même manipulation, rien n'avance. Ils ont dit, si le FMI signe avec nous, ça va fonctionner. Ils ont signé avec le FMI. Depuis le 11 juillet 2019, le FMI a déjà même fait un premier versement. Le pays est toujours en banqueroute. Ils ont même menti, le FMI. Le rapport de Global Witness dit tout. Ils ont dissimulé d'autres dettes. Quand même que, même pour avoir ce contrat avec le FMI, sur un contrat d'élargissement de crédit, ils ont quand même menti encore le FMI. Ils ont dissimulé d'autres dettes. Les dettes de la Société nationale de pétrole du Congo. Une boîte noire, on peut dire une véritable boîte noire en proie des scandales de corruption depuis sa constitution en 2018. Ça, c'est ce que le Fonds monétaire, le Global Witness est en train de parler. Chers amis, on va vous montrer on va essayer du mieux. Voilà la présentation que Global Witness venait de faire. Je vais simplement prendre la caméra et on va faire ça avec vous. Parce que peuple congolais, nous sommes ici pour faire des analyses claires. Et nous demandons à ces politiciens-là qui nous disent, chef de file de l'opposition, qu'ils viennent faire ces analyses-là. On va jauger le degré de son intelligence. C'est ça, chers amis. Si vous voulez faire la politique, le Congolais a besoin des hommes intelligents. Le peuple congolais ne veut plus des gens qui viennent les mentir, les manipuler de cette façon. Bon, chers amis, démocrates africains, peuple de mon entier, j'espère que vous êtes en train de voir cette charte-là. Vous voyez, la répartition du pétrole congolais en 2017. Là, nous sommes en 2017. Vous voyez, chers amis, vous voyez cet angle en jaune là, vous voyez les lignes jaunes là, on peut prendre cet angle là. Et on peut prendre cet arc là. Dans cette portion-là, toute cette portion-là, ça c'est la part du pétrole du Congo. Donc la part du pétrole du Congo représente, selon Global Witness, selon les rapports qu'ils ont obtenus, 27,54%. Et les 72,46%, c'est éventuellement les partenaires Total et Eni. Donc vous voyez que, regardez un peu cette part-là, ce gros morceau-là, le Congo n'a que 27%, 27,54%. Maintenant, regardez la redistribution de ces projets-là. Dans les 27% que de notre part de pétrole, les Chinois ont 6,46%. Les négociants en matière première, ils ont que 5,77%. Les prélèvements, voyez, chers amis, des prélèvements. Donc, ils ont déjà pris de l'argent du Congo, ils ont mis dans leur poche. Et ils donnent en contrepartie une partie du pétrole du Congo. Et ceux-là, ils récupèrent 5,31%. Une partie qui va à la CORAF pour raffiner, pour pouvoir distribuer, faire la redistribution des produits finis, c'est 4,64%. Il y a des inconnus qui récupèrent 2,93% du pétrole du Congo. Vous voyez, chers amis. Maintenant, regardez. Le trésor public congolais ne reçoit que 2,42%. Mais, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, quand vous voyez ce genre de chiffres-là, présentés là, hein, permettez-moi simplement d'ajuster ma caméra. Mais quand vous voyez ce genre de chiffres-là présentés, ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? Pourquoi donnons-nous 6,46% aux Chinois? Parce que nous sommes allés contracter des dettes
avec des Chinois, entre guillemets, dette sur les infrastructures. Mais les infrastructures que les populations n'ont pas bénéficié. Aujourd'hui, même en dehors du pétrole que nous devons avec les dettes sur les infrastructures, que les dettes que nous avons contractées de l'argent, hein, parce que tout est d'abord en argent, et nous avons dit que nous devons rembourser en pétrole, même cet argent-là est encore dans leur poche. Voyez, hein, chers amis, c'est ça qui est la vérité. Les négociants, ce que nous avons parlé du rouleau compresseur. Le rouleau compresseur. Qu'est-ce que les négociants font? Ils vont voir les banquiers, ce que nous appelons les préfinancements. Préfinancement, chers amis. Donc, la Société nationale de pétrole du Congo, dirigée par Sassou Christelle Denis, Kalis Ganongo, les Ngokana, les Bruno, les Ominga, ils sont nombreux, tous ces gens-là que vous connaissez. Mais on peut dire dirigé par Sassou, parce que la pyramide, c'est Sassou ici, qu'on en veuille ou pas. Va voir les négociants. Ils vont dire, nous avons besoin de cash, nous allons vous rembourser en pétrole. Les négociants font quoi? Ils vont donc regarder les banques. Ils vont dire, nous avons un client. Ça, c'est du coup sûr, c'est de l'argent gagné. Les banques donnent le cash. Les négociants viennent, ils donnent le cash. Et ils attendent donc le pétrole. Plus ils attendent, plus les intérêts augmentent. Plus que quand nous aurons la part du pétrole du Congo, plus beaucoup de bruts vont être donnés. Mais puisqu'il y a des contrats de négociation, on ne peut pas donner la plus grande partie parce qu'il y a d'autres aussi qui attendent, comme des Chinois, comme la Coraf, comme des inconnus. On essaie d'extendre les périodes de paiement, de remboursement par le pétrole sur des années. C'est ce que nous appelons le bradage du pétrole du Congo. Donc, jusqu'en 2050, la part du pétrole du Congo est gagée sur long terme, ce que nous appelons. Vous voyez? Et donc, les négociants donnent le cash à Sassou et son groupe, ils attendent le pétrole. Dès que le pétrole sort, les négociants vendent le pétrole et ils récupèrent l'argent de la banque, ils payent avec les intérêts et ils ont leurs bénéfices. C'est un rouleau compresseur et que ça a toujours fonctionné comme ça, tant que nous n'allons pas changer les dirigeants. Les infrastructures, les préfinancements auprès des Chinois, c'est la même chose. Ils sont allés chez les Chinois, s'endetter au maximum, ils ont pris le cash. Ils ont dit aux Chinois, bon, quand même qu'on a eu le cash, construisez encore les infrastructures au Congo sous la forme de la dette qui va être remboursée par le pétrole ou le gaz. Donc, on brade encore sur une longue durée le pétrole du Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, tant que ces gens-là resteront là, vous leur laissez 2 jours, vous ajoutez 20 ans de souffrance pour le peuple congolais. Donc il faut qu'il y ait des technocrates qui viennent pour balayer, apporter vraiment ce que nous appelons nettoyage au Karcher. Maintenant, quand vous regardez la Coraf perçoit 4,64% de pétrole. Donc la Coraf est censée de faire le raffinage, vendre, récupérer le cash avec les profits. Le profit, on déverse au trésor public congolais. Ce qui reste, on continue d'améliorer la structure. Et qu'est-ce que la Coraf fait? La Coraf crée donc des petites filiales. Tous les gens d'Enguesso sont devenus les propriétaires des stations de distribution de carburant. L'argent de la Coraf ne repart plus dans la Coraf. Voyez, chers amis, la Coraf aujourd'hui marche comme des engrenages qui se retrouvent coincés, bloqués, parce qu'il manquait certainement des lubrifiants, où on a posé du métal à l'intérieur. Donc on a bloqué le fonctionnement des engrenages de la Coraf. Aujourd'hui, la Coraf est dysfonctionnelle. Elle est incapable de pouvoir assurer l'approvisionnement en produits finis d'hydrocarbures au Congo-Brazzaville. Tant que ces gens-là seront là, nous aurons toujours ce même problème. Mais la Coraf, la Société nationale de pétrole du Congo, nous ramène dans quel contexte? À Hydro-Congo. C'est la même chose, chers amis. Le même fonctionnement, les mêmes individus ont fait couler Hydro-Congo. Ils nous ramènent à quoi? À l'INA-Congo. Ils ont fait couler l'INA-Congo. Toujours le même individu avec ses méthodes économiques et de fonctionnement, ça se dénie. Maintenant, un apprenti politicien qui vit à Montréal, qui nous dit une conférence économique va désengorger la situation politique du Congo.
ou la situation économique du Congo. C'est un rêveur mental, allez-y lui dire ça. C'est un rêveur mental. Qu'il continue à prendre ces petits 2000 qu'il prend de la part du régime Sassou, mais qui ne vient pas s'amuser avec le peuple congolais qui est en train de se battre dans la réalité. Ceux-là qui sont en train de démontrer au peuple congolais la réalité de notre pays. Voyez, chers amis. Mais non, si vous voyez 2,93%, les inconnus. Qui sont ces inconnus-là qui prennent la part du pétrole du Congo? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Mais éventuellement, ce sont des compagnies filiales que les gens comme les Ngokana, les Lucien Ebata ont ouvert, les Willy Etoka, comme les Eco Oil et tout ça. Voilà des compagnies qu'ils ont ouvert avec de l'argent du Congo. Et ces gens-là sont en train de vendre le pétrole du Congo au nom du peuple congolais. L'argent ne repart jamais au Congo, mais au trésor. Mais le trésor public, on dit 2%, 2,42%. Quelles sont ces parts-là qui rentrent au trésor public congolais? Absolument rien, chers amis. Parce que le trésor public congolais est maintenant géré à Oyo avec des fonds fantômes, des fonds vautours qui pillent l'argent du Congo. Mais quand on dit ici les fonds vautours, mais les fonds vautours, c'est aussi les gens de Sengesso. Ils font partie aussi des fonds vautours. Ce sont ces fonds-là qu'on a mis à travers des compagnies écrans qui pillent, qui volent le pétrole du Congo. Donc vous voyez qu'avec ce mécanisme-là, nous ne pouvons aller nulle part avec l'argent du Congo. Et ça, c'était des engagements en 2007. Les pratiques abusives de la Société nationale de pétrole du Congo. Quelles sont ces pratiques abusives? Bon, là vous voyez que ce rapport vient de découvrir qu'il y a une dette cachée de 3,3 milliards de dollars américains que la Société nationale de pétrole du Congo avait cachée. Que cette société n'a jamais parlé de ça au Fonds monétaire international. Donc ils sont sous le joug, on peut dire sous la perfusion du Fonds monétaire international, mais ils ont encore des dettes dissimulées. Quelle serait donc la décision du FMI? Il faut rompre le contrat et pousser Sassou au bout de mur. Sassou doit sortir avec toute son équipe, c'est clair. Bon, vous voyez que cette dette-là, dissimulée-là, qu'ils ont cachée là, ça va donc augmenter la dette du Congo. Pas seulement cette dette de 3 milliards, il y a encore d'autres dettes qui sont là cachées à l'intérieur, selon le dit le rapport. Donc on peut dire à peu près 13 milliards de dollars américains de plus qui va s'ajouter à la dette du Congo. À la dette du Congo. Donc vous voyez que, chers amis, ça c'est une réalité claire. Donc une dette cachée de 13 milliards qui va s'ajouter sur la dette actuelle du Congo. Nous savons que la dette actuelle du Congo, c'est quasiment 115% du PIB congolais. Mais là encore, c'est une dette cachée qu'on vient de découvrir. Donc, ça va augmenter encore l'endettement du Congo. En fin 2018, le rapport nous le dit, en fin 2018, la Société nationale du pétrole du Congo devait 2,7 milliards de dollars américains, ce qui est équivalent à 24% du PIB congolais. Mais en 2018, c'est toujours Denis Christel qui était patron de la Société nationale du pétrole du Congo. À la fin 2018, c'est là où il avait laissé. Mais comme déjà dans la côte-ouest, quand même qu'il n'était plus dans la côte-ouest, il continuait à faire du trading au sein de la compagnie. C'est comme aujourd'hui, il n'est plus là. Il continue de travailler, de devenir le patron. Au Minga Raoul ne joue que ce que nous appelons de la peinture qu'on a mis. Mais c'est toujours Christel Denis qui contrôle. Donc toutes ces dettes-là, c'est sous la gouvernance du système Sassou, des enfants Sassou. Donc, fin 2018, la Société nationale de pétrole Congo devait, donc fin 2018, ce sont les dettes laissées par Denis Christel Sassou. Vous voyez, chers amis, ce sont les dettes laissées par Denis Christel Sassou qui se sont accumulées. Et donc, on dit 2,7 milliards de dollars américains, ce qui représente 24% du PIB congolais. 24% du PIB. Donc, quand on vous dit que Denis Christel à lui seul contribue à plus de 50% du PIB de la dette du Congo, vous voyez que nous nous dirigeons là. Tout ce que nous disons, c'est bien la vérité. Il y a aussi des abus, beaucoup des abus. Il y a beaucoup des abus.
Les salaires des fonctionnaires au niveau de les salaires des dirigeants de la Société nationale de pétrole du Congo, ils ont des salaires exponentiels. Même une secrétaire gagne jusqu'à 15 millions de francs CFA par mois. En dehors de cela, il faut regarder les logements, là où ils sont logés. Ils ont les droits au transport, les communications, les retraites garnies, les soins médicaux. Vous voyez, bref, des dépenses exponentielles, inexplicables au sein de cette société. Voilà pourquoi c'est très important de faire des audits pour réduire ce train de vie au niveau de cette société pour relancer l'État congolais. Sinon, il n'y a toujours rien qui rentre au trésor public congolais. Il faut aussi compter les bonus dont bénéficient tous ces gens qui travaillent. Même ceux qui ne travaillent pas continuent de bénéficier de bonus comme anciens dirigeants. Ils continuent de bénéficier des privilèges parce qu'ils ont travaillé au sein de ces sociétés. C'est incroyable. C'est qu'en Afrique que moi je vois ce genre de choses. Hein? Que tu as travaillé, mais tu continues de bénéficier des privilèges. C'est incroyable. Ce n'est qu'en Afrique et au Congo que moi je vois ce genre de choses. Hein? Tu es toujours soigné, tu bénéficies de beaucoup de choses. Ouais, chers amis. Vous voyez, le rapport nous dit encore, en fin 2018, ça encore c'était des manigances laissées par Denis Christel Sassou. Des entités inconnues devaient. Donc la Société nationale du Congo a donné de l'argent aux gens sous forme de dette auprès des entités inconnues. De 1,18 milliard de dollars américains, 1,18 milliard de dollars américains. Des manigances laissées par Denis Christel. En fin 2018, des entités inconnues devaient de l'argent. Donc, c'est-à-dire, la Société nationale de pétrole du Congo a donné à des entités inconnues de l'argent sous forme de prêts. Et cela représentait 1,18 milliard de dollars américains. Ce qui est équivalent à son chiffre d'affaires. Ce qui est équivalent, ce qui représente le chiffre d'affaires annuel de la Société nationale de pétrole du Congo. Comment une entreprise peut donner de l'argent aux entités inconnues qui est équivalent à son budget annuel? C'est incroyable. Comment vous allez expliquer ça? Nous voulons que Denis Christel Sassou vienne nous expliquer et que ceux-là qui nous parlent de forum économique viennent nous expliquer comment cela est-il possible? À qui la Société nationale de pétrole du Congo a-t-elle donné cet argent-là, ce prêt-là? Pourquoi la Société nationale de pétrole du Congo a donné cet argent à ces inconnus? 1,18 milliard de dollars américains, chers amis. Où est parti cet argent? Que Sassou Christel peut-il nous dire à qui a-t-il donné cet argent? Que Ominga, que Ngokana, Lucien Ebata, Bruno Itoa, celui qui se dit que tout ce qu'il fait, il le fait par l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint puisse dire à Bruno Itoa qui vient nous expliquer aux Congolais à qui ont-ils donné 1,18 milliard de dollars américains en fin 2018, pendant que nous étions déjà en crise économique, pendant qu'eux-mêmes ils ont dit que nous étions dans une période de difficultés économiques, pendant que les hôpitaux ont fermé les portes, les gens meurent comme des mouches à Pointe-Noire, Congo Malembe, hôpital Assissé, tout n'existe pas. Pendant que les gens vivent dans des inondations, sans eau, sans électricité, sans hôpital, les épidémies qui vont arriver vont augmenter les taux de mortalité au Congo. À qui ont-ils donné 1,19 milliard de dollars américains? Cet argent-là ne peut pas servir à construire des hôpitaux à Pointe-Noire, la ville où ces individus sont en train de s'enrichir, de prendre le pétrole. Cet argent-là ne peut pas servir à réaménager le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, là où les enfants meurent dans ces hôpitaux, parce qu'il n'y a même pas de couveuses pour des bébés, où des femmes meurent pour des accouchements, que moi je ne l'appelle pas l'agitateur politique, mais moi je l'appelle un profito-situationniste,
qui pense être récupéré par le parti politique ce parti politique qu'on appelle ici le Parti congolais du travail, avec son forum économique qu'il veut que Sassou lui organise, qui nous dise comment ce forum-là va se réaliser face aux individus qui n'ont aucune vision du changement, qui ont une priorité qui est simplement le pillage et le vol. Nous voulons des réponses de la part de Sassou Denis Christel, de tous ces gens qui ont dirigé la Société nationale de pétrole du Congo. Voyez, chers amis, la situation du pays, elle est très grave. Elle est très grave. La Société nationale de pétrole du Congo nous dit, entre 2012 et 2018, ça c'est ce que Denis Christel est en train de dire au peuple congolais et au monde entier, selon ce qu'il a mis dans ses rapports. Hein? Qu'ils ont fait des ventes de 5,7 milliards de dollars américains. Et il dit que selon ces ventes qu'ils ont fait de 5,7 milliards de dollars américains, ils n'ont fait que 123 millions de dollars américains de bénéfices. Par contre, 0 $ a été déversé au Trésor public congolais. Quand même que le Trésor public congolais détient 2,42% de la part du pétrole du Congo. Rien n'a été déversé. Donc, on aimerait savoir où est parti cet argent des dividendes-là. Sur les 5,7 milliards de dollars américains des ventes, et ils ont dit qu'ils ont eu des bénéfices que de 123 millions de dollars américains. Donc tu vends pour 5,7 milliards, mais tu n'as fait des profits de 2012 à 2018. Tu n'as eu que 123 millions de dollars américains. Mais pourtant tu as fait des bénéfices. Mais tu n'as rien déversé au Trésor public congolais. Comment cela est-il possible? Pourquoi le Trésor public congolais n'a pas eu de l'argent? Où est parti cet argent? Nous voulons des explications. C'est ce que nous, en tant que société civile, nous demandons des comptes. Donc vous voyez que les marabouts derrière le projet de forum économique qu'il veut que Sassou lui gouverne, ça ne peut pas fonctionner dans un mécanisme pareil. Hein? Nous voulons, il faut que ces marabouts-là nous viennent nous donner par des chiffres, nous démontrent comment est-il possible. Au lieu de venir simplement vociférer, chercher de l'aura. Hein? Où certains médias l'ont niqué, on tourne maintenant à d'autres médias et on veut fustiger les vrais fils du Congo qui n'ont jamais changé, qui sont là pour lutter pour la libération du Congo. C'est ça que nous voulons. Cet argent-là pouvait servir à sauver des vies des Congolais. Hein? C'est cela qui est la vérité. Que Denis Christel explique au peuple congolais et Sassou et tous ces gens expliquent au peuple congolais comment cela est-il possible que vous avez fait, quand même que vous avez pendant beaucoup d'années, vous nous déclarez que 123 millions de profits, mais vous n'avez rien déversé au Trésor public congolais. Expliquez ça au peuple congolais. Pourquoi cela n'a pas été fait? Où est parti cet argent? Qui a pris cet argent? Qui a gouverné cet argent? C'est ça que nous voulons savoir. Bon, maintenant, quand vous essayez de regarder tout ça, hein, chers amis, les dettes de la Société nationale des pétroles du Congo, chers amis, les dettes de la Société nationale, déjà quand vous essayez de regarder le ratio d'endettement de la Société nationale de pétrole du Congo en comparaison avec les autres grandes multinationales de la sous-région, bien sûr multinationales appartenant à l'État, des entreprises d'État, dans la sous-région, vous allez remarquer que ce n'est qu'au Congo que le ratio d'endettement est très élevé. On va vous montrer ça. Et ça, c'est le rapport préparé par les amis de Global Witness. Et nous nous basons sur ce rapport. C'est ce rapport que nous voulons décrypter au peuple congolais, que le peuple congolais puisse comprendre en réalité ce qui est en train de se passer ici, là. Voilà. Donc, quand vous voyez le ratio d'endettement des sociétés pétrolières nationales en 2018, regardez la Société nationale de pétrole du Congo est la première dans la classe. Le taux d'endettement, le ratio est de 2,59. Vous voyez, Sogar, Azerbaïdjan, 1,60%.
la Sonagol, ça c'est Angola, 1,47. Petronas, Malaisie, 0,50. Ça sont, on a essayé de catégoriser les compagnies pétrolières nationales et on a essayé de montrer leur ratio d'endettement. Vous voyez que le ratio d'endettement de la Société nationale de pétrole du Congo est quasiment le double de ces compagnies d'Azerbaïdjan et quasiment le double aussi, ou quasiment même 3 fois de l'Angola, ainsi de suite. Mais là encore, je vais prendre l'exemple de l'Angola, qui est un pays de la sous-région, qui est non loin du Congo-Brazzaville. Regardez, comparez l'Angola et le Congo-Brazzaville. Donc, c'est une société qui s'est endettée énormément. Comment cette société est en train de s'endetter? Pourquoi s'endette-t-elle? Et personne n'est inquiété. Personne n'est inquiété, chers amis. Personne n'est inquiété. Nous voulons vous montrer simplement un autre tableau avant de parler du rôle des autres les multinationales, dont le pillage du Congo. On va vous montrer le tableau. La Société nationale de pétrole du Congo continue de s'endetter auprès des multinationales qui sont au Congo. Mais c'est quelque chose que nous ne comprenons pas trop, puisque nous sommes dans ce que nous appelons partage-production. Donc vous avez votre part et ils ont leur part. Comment cette société s'endette, prend encore des dettes en quantité de milliards de dollars américains à ces entreprises-là? Millions de dollars américains. On va simplement montrer ce tableau présenté par Global Witness. Ça, c'est très intéressant parce que ça, il va falloir que les Congolais comprennent ça. Vous voyez, dette de la Société nationale de pétrole du Congo auprès des partenaires pétroliers. Et c'est par année. Hein. Prenons par exemple Total. En 2010, la Société nationale de pétrole du Congo a pris une dette de 623 millions. En 2011, de 625 millions. En 2012, vous voyez que ça ne fait qu'augmenter. Hein. En 2012, une dette de 640 millions. En 2013, une dette de 760 millions. Donc, chaque année, la dette, il ne fait que prendre des dettes à cette compagnie-là. Donc, si vous voyez que, chers amis, la dette a galopé, ne fait que galoper chaque année, il ne fait qu'augmenter. En 2010, ils ont pris une dette de 63. En 2011, ils ont encore pris une dette de 625. Donc, tu fais faire la somme. Chaque année, ils ne font que prendre des dettes. Et en 2018, ils ont pris une dette à Total à 1231 millions de dollars américains en 2018. Pourquoi toutes ces dettes chaque année, cette société est en train de prendre des dettes à des multinationales qui sont sur le terrain? Ça, c'est la question que tout le monde doit se poser. À Eni aussi, c'est la même chose. On continue de prendre la dette d'année en année. Chevron, on prend des dettes. Murphy, on prend des dettes. Vous voyez, toute cette liste-là, ce sont les dettes que cette société a accumulées. Maintenant, quand vous essayez de regarder le total par année, par exemple, en bas ici, le total des dettes que la Société nationale de pétrole du Congo a pris en 2010, c'est 1836 millions de dollars américains. En 2011, 1881 000 millions américains. En 2012, 1968 000 millions américains. En 2013, 3 677 millions américains. En 2014, 1747 millions américains. Donc vous voyez qu'en 2018, 2411 millions américains de dettes au total auprès des compagnies qui exercent au Congo. Pourquoi cette société est en train de s'endetter? Une société d'État est en train de s'endetter. Ça, c'est la question que tous les Congolais doivent se poser. Qui fait des audits dans cette compagnie-là? Pourquoi il n'y a pas des audits? Les tout derniers audits ont été réalisés entre 2004 et 2005 au sein de cette société. Pourquoi cette société s'endette? Vous voyez que la santé financière de la Société nationale de pétrole du Congo affecte le Congo. Mais il y a des gens qui s'enrichissent derrière cette compagnie. C'est un mécanisme d'enrichissement des gens du clan. Des individus s'enrichissent
Une ville est en train de s'épanouir, c'est la ville de Oyo, l'unique ville qui est en train de s'épanouir avec l'argent du contribuable congolais. Pourquoi? Vous voyez que, chers amis, ça pose véritablement un problème. Le problème, c'est Sassou. Le problème ici, c'est Sassou. Maintenant, comment des gens vont-ils nous dire que votre sorcier va être aussi votre guérisseur pendant plus de 40 ans? Il ne l'a jamais fait. Voilà on peut dire, quelqu'un avec des facultés intellectuelles affaiblies, qui pense à son petit ventre. Il vit à Montréal, il nous parle d'un forum économique et est en train de nous dire qu'il va aller voir ce type-là qui a été le sorcier du peuple congolais pendant plus de 40 ans dans sa façon de la gestion opaque des pétroles du Congo, des mines du Congo, va apporter une solution dans ce que nous appelons un forum économique. Oui, chers amis. C'est là le problème. C'est là où je veux venir là. Maintenant, essayons rapidement de regarder le rôle des multinationales. Quel est le rôle des multinationales au Congo? Les multinationales, est-ce que les multinationales sont en train d'escroquer le peuple congolais? Pourquoi la dette du Congo auprès de multinationales ne font que s'ajouter? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. On va vous expliquer le phénomène, comment ça se passe. Le code pétrolier est strictement réservé à Sassou. Les contrats de pétrole ne sont jamais mis publics. Ça, c'est déjà une question qu'il faut régler. Quelles sont les lois qui régissent les contrats pétroliers au Congo? Ça sont des choses qui devaient être mises en public. Les parlementaires congolais devaient être instruits sur le fonctionnement du pétrole pour que les députés dans le nouveau Congo seront capables de comprendre comment fonctionne le pétrole et mener des audits par les parlementaires, des technocrates et les gens de la société civile. Des commissions pour la gestion du pétrole vont être mises en place pour dépuceler cette niveleuse-là qui vole et qui tue le peuple congolais, dont le seul secret est réservé à un seul individu que nous appelons Sassou Denis. Oui, chers amis. On va vous donner par exemple, donc le contrat partage, chers amis. Comme nous venons de vous le montrer, cette grosse charte où le Congo n'avait que 27%, les autres étaient réservés aux multinationales. Quand les grands projets viennent, un champ arrive à maturité, le champ revient au peuple congolais, revient donc à l'État. Mais si ce champ-là est productif, les multinationales auront toujours envie de continuer à produire sur ce champ. Oui, chers amis. Et les Nguesso ont créé des compagnies écrans dans le domaine pétrolier. Oui, chers amis. La plupart des champs qui sont arrivés à maturité, les Nguesso l'ont récupéré à travers les compagnies pétrolières écrans qui sont en train de gérer. Éventuellement, les Lucien et Bata, les Ngokana, les compagnies comme les Orion que vous êtes en train de voir, là où vous avez des gens comme de Willy et Toka, c'est des compagnies comme ça, elles sont multiples au Congo. Oui, chers amis. Quand ces champs-là arrivent à maturité, ces compagnies-là récupèrent ces champs à leur nom. Mais ils n'ont pas l'argent pour continuer à exploiter, pour continuer l'exploration ou l'exploitation. Donc, pour essayer, par exemple, de ramener la performance des puits pétroliers, on procède par des opérations que nous appelons ici, en anglais, workover. Workover, c'est simplement, on change tout le système de pompage, on essaie de nettoyer les puits en procédant par des opérations parfois de sablage ou de l'acidification des puits
pour pomper de l'acide à une certaine concentration pour aller encore reforer la roche. La roche, donc, la roche réservoir du brut. Et puis, on fait toutes ces opérations. Il faut refaire toutes les opérations de workover. On change de pompe, on refait les casings, on refait la cimentation, on pose des pompes et on remet donc les puits en état de performance avérée. Et les puits continuent à pomper parce que vous avez doublé les performances. Pour faire ces opérations-là, ça demande des investissements. Et qu'est-ce que les compagnies des Sassou font? Ils vont donc regarder les grandes compagnies Total et Eni. Bon, ça a été votre champ à l'initial, le champ est revenu, nous voulons que nous puissions continuer ensemble. Bon, vous allez investir et nous allons redonner le puits et on va continuer. Les compagnies pétrolières, ça leur fait du bien. Et il se met donc à faire ces opérations. Par contre, l'État n'a pas des agents pour surveiller toutes les dépenses réalisées par ces compagnies-là pour remettre les puits en état de performance avérée. L'État ou le régime Sassou, c'est comme ça que le régime Sassou fonctionne. Le régime Sassou demande aux compagnies de tout faire eux-mêmes, pas de vérification, à la fin simplement de déverser une facture à l'État congolais. Et quand ces puits-là se mettent à produire, parfois, ils se disent encore que le remboursement se fait par pétrole. Vous voyez, chers amis. Et donc, ces compagnies-là continuent de récupérer la part par rapport aux dépenses qu'ils ont réalisées, mais parfois, cette facture-là se retrouve très salée. L'État congolais ne contrôle même pas, parce que ce qui compte pour le système Nguesso, que nous appelons l'État congolais ici, c'est leur part qu'ils vont récupérer dans ce puits-là. Voilà pourquoi vous avez vu que chaque Mossi est devenu propriétaire d'un puits de pétrole au Congo-Brazzaville. C'est par ces opérations-là. Les champs arrivent à maturité et ils récupèrent les champs et le Total prend l'engagement, ou Eni prend l'engagement, ou Chevron prend l'engagement de reforer le puits, de redonner les performances. Le puits continue à fonctionner et toutes les dépenses réalisées pour entretenir le puits sont déversées à l'État congolais comme sous forme de dette. Entre-temps, le remboursement va se faire par pétrole, mais les coûts, parfois, on les multiplie par 20, par 50, par 60. Et personne ne dit rien. Pour les Nguesso, on s'en fout. Cette dette-là, c'est l'État qui va l'absorber. Donc, ce sont nos enfants. Ce sont nos petits-petits-enfants. Eux, ils ont déjà pris le cash. Ils continuent à prendre le cash sur ce puits qui va continuer à fonctionner. Imaginez au Congo, il y a combien de puits pétroliers au Congo? Il y en a beaucoup. Beaucoup de champs sont arrivés à maturité, ont été pris. Vous vous souvenez, on vous avait dit au mois de novembre, lors de One All Summit à Cape Town en Afrique du Sud, l'État congolais a mis en vente 18 champs pétroliers. Vous vous souvenez de cette vidéo? Ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre. Et éventuellement, ce sont ces champs qui sont arrivés à maturité. Des grandes multinationales, nombreuses de ces compagnies ont récupéré ces puits. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Ces gens-là sont devenus des multimilliards de dollars, de multimilliardaires en dollars américains, avec l'argent du contribuable congolais. C'est avec les champs qui arrivent à maturité. Et donc, la facture est déversée à l'État. Et ces compagnies pétrolières-là, quand ils arrivent à faire ces négociations-là, ils arrivent même à forcer l'État à payer, même pour les vacances de leurs enfants, les études de leurs enfants, les logements de ces agents des grandes multinationales, leurs voyages, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est l'État qui absorbe. Sassou s'en fout. Ce qui compte, c'est son argent. Les salaires peuvent être payés ou non, ce n'est pas son problème. Les pensions peuvent être payées ou non, ce n'est pas son business. Et ça, c'est Global Witness qui le dit. Moi, je vais simplement aller vous chercher la section où je vais vous faire lire une section de ça. Comme ça, vous allez vous rendre compte de ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que ici, nous sommes dans le système de baie vitrée. Le système baie vitrée, c'est tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et ça veut que la clarté puisse être réalisée et que tout le monde soit informé de ce qui est en train de se passer.
je vais simplement essayer de regarder. Bon, je vais lire rapidement une petite section pour que vous puissiez comprendre de ce que nous sommes en train de dire, comment les compagnies pétrolières sont en train, en réalité, de voler l'État, sous la complicité des Nguesso. Par exemple, je vais lire ici. Bon, ça c'est une réponse qu'il donne ici. Il dit que seul Total nous a apporté des réponses détaillées, notamment sur le portage de la Société nationale de pétrole du Congo dans le cadre des permis Nkosa et de Moho Bilondo, dans ce que nous appelons l'anciennement haute mer. Selon l'entreprise, l'intégralité dans une facture de toutes les catégories des coûts. Je vais simplement essayer d'augmenter. Donc, allez-y lire ce rapport de Global Witness parce que les Congolais n'aiment pas trop lire. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative de lire et de faire ce décryptage-là pour vous expliquer. Lié à un vrai ou un service est une pratique commerciale courante. L'entreprise a ajouté que l'État et ses partenaires pétroliers mènent des audits pour chaque exercice fiscal et que les comptes de Total Exploration et Production Congo sont également contrôlés. Maintenant, il dit, s'agissant du remboursement de 50 millions de dollars de bonus de signature 1994, Total déclare qu'il s'agit de l'unique cas d'un tel accord pour le recouvrement d'un bonus. Donc, vous voyez que, chers amis, si vous lisez quelque part, je crois que c'était un peu en amont ici, que j'avais lu ça, là où Total facturait même 50 millions de dollars américains de bonus à l'État pour le renouvellement. Et tout ça, ça servait aux gens dans ces contrats. Il est dit qu'il fallait même payer les frais généraux. Voilà, donc je l'ai retrouvé. Voilà, donc ça c'est très bien. Voilà. Donc, je vais simplement essayer de regarder coût pétrolier. Voilà. Je vais commencer par le haut pour que nous puissions comprendre cette section avec vous. Voilà. Donc, Global Witness dit ceci, hein, chers amis. Je vais simplement bien me lever pour bien regarder ça. Bon, je vais essayer de me rester. Voilà. Il dit, notre étude des contrats de partage de production au Congo relève que les géants pétroliers peuvent recouvrer une large palette des coûts pétroliers dont les salaires et les cotisations de retraite de leurs employés, leurs frais médicaux, de transport, communication, logement ou encore des frais scolarité de leurs enfants. Il semble effectivement que les représentants de l'État aient consenti à subventionner les frais généraux de certains des plus grosses sociétés pétrolières du monde. Maintenant, je vais lire maintenant la partie de ELF. Parce que nous sommes dans le système B-vitré. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi. Je vais simplement essayer de regrouper ça dans le cas de ELF. Un instant, chers amis. Allez-y lire ce rapport, c'est très intéressant. Voilà. Il dit, voilà. Maintenant, il dit ici, ELF, le prédécesseur de Total, est même parvenu à faire passer son bonus de signature de 50 millions de dollars américains pour le permis Homer, donc le Moho Bilondo, comme l'un des coûts pétroliers selon un accord complémentaire à son contrat de partage de production de 1994. Cela signifie qu'il pouvait prétendre au remboursement de ce qui était censé être une commission unique versée à la signature du contrat et une source importante. Voilà, donc je vais aller regarder une source importante. Voilà, un instant, c'est là que nous sommes en train de parler. Ça, c'est la vérité. Une source importante des revenus pétroliers pour l'État. ELF a même facturé 5% d'intérêt au Congo pour ce prétendu prêt. Donc, vous voyez que... chers amis, vous voyez que on peut dire que, et puis il y a beaucoup de chiffres qui ont été donnés, hein, la magouille sur les champs pétroliers, comment ces compagnies, ces dettes, ainsi de suite. Et tout ça, c'est Sassou qui pilote. Voilà pourquoi il est là. La France le protège, l'ENI le protège, parce que lui, il garantit cette magouille-là. Quand il garantit cette magouille, lui aussi, il tire son petit profit. Il tire son petit pourcentage. Et tout ça, c'est en défaveur du peuple congolais. La Société nationale de pétrole au Congo, la Société nationale de pétrole du Congo
un goulot d'étranglement pour l'économie de notre nation, la Société nationale de pétrole du Congo, asphyxie le pays, peuple congolais. Donc voilà un peu ce que je tenais à faire ce soir, parce que nombreux parmi vous, oui, Global Witness a dit ceci, mais vous ne partez pas dans la profondeur pour bien comprendre le fonctionnement. Et nous, notre rôle, c'est de prendre tout notre temps à le lire et à vous expliquer petit à petit avec notre petit français le contenu, comprendre comment la nibeleuse, la structure mafieuse est positionnée au Congo pour piller, démanteler l'économie. Le mot d'ordre ici, c'est le vol. Le mot d'ordre ici, on répète, le mot d'ordre ici dans ce principe, dans ce mécanisme de fonctionnement, c'est le vol de l'argent du Congo. C'est l'enrichissement illicite des brigands autour de ce système, de ce mécanisme. Le mot d'ordre ici, c'est asphyxier l'économie du Congo par ceux-là qui sont autour de cette structure mafieuse. La pyramide demeure Sassou. Vous voyez que en dehors de la Société nationale de pétrole du Congo, ils ont maintenant mis encore une autre colonne pour soutenir cette thèse qui consiste à piller, à voler. Ce sont les grands travaux. Hein? Il fallait légitimer le vol, il fallait légitimer le pillage, il fallait légitimer la destruction complète du Congo. Il fallait légitimer le pillage du Congo. Vous vous souvenez, hein, chers amis, on vous l'avait déjà dit. Dans l'une des vidéos que nous avons fait peut-être plus de 3 ans, les Nguesso deviendront les créanciers du Congo. Je crois que c'est même ça le titre. Allez-y encore à YouTube, allez-y chercher cette vidéo-là. Les Nguesso deviendront les créanciers du peuple congolais. Nous en sommes là. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons prédit, tout ce que nous avons dit au peuple congolais, nous en sommes là. Vous voyez, les Nguesso deviennent les propriétaires de tout. Ils vous vendent même le bœuf, même les yogourts, même de l'eau. Parce qu'ils veulent vous faire croire que l'argent là, ils ont acquis par le fruit de leur travail. Parce qu'ils ont été des entrepreneurs au Congo. Mais ils ont été des entrepreneurs avec le capital qui appartient au peuple congolais. Donc ils ont volé l'argent du Congo. Et à un certain moment, ils vont faire venir l'argent du Congo sous forme de créances des entreprises. Et ils vont donc vous dire, voilà, nous avons acquis notre richesse, nos parents ont acquis notre richesse parce qu'ils ont été des commerçants. Chers amis, c'est peut-être une inspiration que nous avons eue à ce temps-là, mais non, ce n'est pas une inspiration. C'est une vision que nous avons déjà eue donc, par rapport à tous les rapports rédigés par les Congolais, rédigés par des Blancs, rédigés par des Chinois, que nous prenons notre temps d'aller lire ces rapports-là. Ce n'est pas comme des politiciens véreux qui se disent chefs de file de l'opposition, qui pensent nous parler d'un forum et qui n'a même pas le temps de lire un petit rapport, qui est incapable même de rédiger son petit discours et qui veut vous dire qu'il va changer le Congo par la diversification de l'économie. Vous pouvez faire votre diversification de l'économie, mais tant que vous avez une machine, un rouleau compresseur, hein, qui est là pour pomper de l'argent, tant que vous avez un tonneau de Danaïde, donc l'argent rentre par le haut, ça sort par le bas, il n'y a pas un mécanisme de contrôle, rien ne se fera. Le Congo va continuer à talonner, à marcher sur des petits pas. Le Congo va continuer à reculer comme le mot Kilimbembe qu'il vous présente dans les armoiries du Congo. Un dragon qui marche en reculant, c'est le Congo qui recule parce qu'il y a un monstre qui est en train de le pousser à reculer. Chers amis. Donc, on le dit, chers amis, ces mécanismes qu'ils ont mis, la Société nationale de pétrole du Congo, une boîte noire dans la destruction économique, une boîte noire qui accélère la destruction des vies du système économique du Congo. Tant que cette boîte noire-là n'est pas réparée, n'est pas fonctionnelle au maximum, vous n'allez jamais avoir un bon système éducatif, un bon système de santé, vous n'allez jamais avoir vos salaires payés, les pensionnaires congolais vont continuer à mourir comme des bêtes, même des chiens sont bien occupés, on s'occupe mieux des chiens. Oui, chers amis. Donc, le problème demeure Sassou. On ne peut pas comprendre qu'il y a encore une jeunesse qui nous parle d'un forum économique
qui sera la solution. 40 ans, ces gens-là sont là. Ils organisent des forums internationaux. Ils vont à tous les forums internationaux sur le commerce, sur l'agriculture, sur plastifier, diversifier l'économie. Mais ils sont incapables de faire une translation. Ils ont organisé des forums à coups de milliards à Pointe-Noire, forums économiques. Mais on est toujours là. Ils vous ont promis même des zones économiques spéciales à Maluku, à Brazzaville, avec des tracteurs qui devaient fabriquer, des tracteurs qui devaient se mettre à fabriquer des tracteurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun tracteur n'a été fabriqué à Maluku. Ils sont venus même avec le téléphone Elikia de Véron Mankou. À ce jour, aucun téléphone est fabriqué au Congo-Brazzaville. Ils ont promis une zone économique à Pointe-Noire et les gens continuent à aller dans les rêves de Sassou Nguesso. Et voilà un autre guitariste politique qui vous vient avec beaucoup de barbe, qui vient à Montréal, qui vous dit oui, la solution du Congo, c'est le forum économique. Ça fait pitié, chers amis. Parce qu'il y a un certain moment là, on ne blague pas avec des intellectuels congolais. Hein? On ne peut pas s'amuser avec des intellectuels congolais de cette façon. Qu'un type de cette forme qui a été dans la résistance, qui a tourné le veste, gouli jouette, et qui veut s'amuser avec les intellectuels dans la résistance, non, ça ne passe pas. Ça va casser. Et c'est ça, nous sommes là pour casser ça. Hein, pour casser. C'est clair. Donc vous voyez que, chers amis, ces deux boîtes sont là pour asphyxier le Congolais. Si nous n'apportons pas la réparation, ils vont continuer à nous asphyxier jusqu'à la mort. Quand vous voyez des gens comme de Tshisekedi, qui a commis le dégât indigne en République démocratique du Congo, venir vénérer Sassou jusqu'à Oyo, ça vous dit tout. Qu'ils sont ils sont derrière un plan de déstabilisation du Congo. Bien sûr, Tshisekedi, Félix va vouloir supporter le dictateur Sassou. C'est incroyable. Lui-même déjà, il est légitimement, il est boudé par ce peuple, par le deal, parce que lui, il a été posé au pouvoir par Joseph Kabila. Il est là en train de vénérer Sassou. Il veut vouloir positionner le pouvoir Sassou, positionner le fils Sassou, qui a plongé l'économie du Congo, le responsable qui a plongé le futur, le rêve congolais de tous nos enfants. Et tu sais qu'il dit là, Félix de la République démocratique du Congo, président de fait de la République démocratique du Congo, veut vouloir positionner parce que ce fils est Balouba. Mais ce même Tshisekedi oublie l'opération Mbatayabakolo qui a humilié le Congolais de la République démocratique du Congo à Brazzaville. À cette époque-là, le fils Balouba, donc Zaïrois, n'avait pas de valeur. Il n'avait pas vu que ses frères Balouba, ses sœurs Balouba étaient en train de se faire reculer au Congo-Brazzaville par son père Sassou Denu, le dictateur Sassou. C'est maintenant que Tshisekedi, Tshilombo, veut vouloir protéger le pouvoir de Sassou pour mettre le fils Balouba au pouvoir au Congo-Brazzaville. Mais quand Mbatayabakolo était arrivé, non, ils n'ont pas vu ça. Alors, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, jeunesse congolaise, la balle est de votre côté. Nous faisons notre devoir de citoyens pour vous éveiller, pour vous présenter tous ces cas, pour que tous ensemble nous prenions la responsabilité de libérer notre nation qui est prise entre le joug de la dictature. La balle est de votre côté. Nous sommes en train de préparer le manifeste. Il va être mis public. C'est à vous de lire. C'est l'unique moyen de libérer le Congo. Ce n'est pas un forum économique organisé par un pêcheur qui a été un Siloulou ou un ninja. Lui aussi qui a travaillé avec Ntoumi. Ceux-là qui ont tué des Congolais au Congo. Ce n'est pas son forum économique qui sera la solution. Le forum économique ne sera pas la solution dans le contexte de la dictature. Il faut qu'il y ait des Congolais intègres qui vont retracer le futur du Congo. Et le futur du Congo, certainement, va être retracé dans ce manifeste que nous allons proposer. Et tout fils du Congo trouvera son compte là-dedans. Si nous arrivons à chasser Sassou, à chasser tout le système Sassou, tout fils congolais trouvera sa solution. Nous sommes des jeunes Congolais qui ont pris le courage de se lever. Ce manifeste sera envoyé dans toutes les diplomaties du monde pour leur dire c'est le projet du peuple congolais. Donc c'est à vous de soutenir ce projet. Tous ensemble, nous allons nous engager
de refuser de travailler pour la dictature et de mettre hors d'état de nuire cette dictature pour reprendre notre État que nous allons donner entre les mains des compatriotes, ceux-là qui vont être dotés de l'esprit patriotique pour amener le Congo vers le droit chemin. L'esprit patriotique n'est pas synonyme de dire que nous allons chasser les multinationales, mais nous allons retravailler dans les contrats, tout contrat pétrolier ou minier que Sassou Nguesso a été signé, va être revu par le peuple congolais. Et c'est de cette façon que nous allons garantir tous nos intérêts dans ce pays-là. Et nous demandons au peuple congolais ce vote ultime et moyenne solution, ultime et unique solution pour amener le Congo vers la libération. C'est le manifeste. Vous avez le droit de modifier ce manifeste, de porter votre proposition, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une proposition qui soit mise en ligne pour tout un chacun de vous, et nous allons vous donner des instructions à suivre pour que nous enclenchions la libération complète du Congo. Et ça, nous nous engageons pour le faire, sans pourtant qu'il y ait le coulement ou les fusions du sang des enfants du Congo. Face aux gouvernants défaillants, aux hommes politiques perdus, aux partis politiques ou aux opposants défectueux, la société civile doit prendre sa responsabilité pour rétablir le droit et le vivre ensemble de toute une nation. Dans cette société civile, il faut qu'il y ait des élites. Si ces élites-là sont au Congo, ils seront assassinés par Sassou. Voilà pourquoi nous nous engageons à mener cette démarche, mais avec tout le soutien du peuple congolais. Nous sommes 92%. Si les 92% s'adhèrent à l'idée, nous libérerons le Congo avec vous. Merci d'avoir suivi ce direct. Que tous les esprits qui ont quitté le Congo puissent nous guider, puissent nous accompagner. Je vais dédier cette vidéo à tous les grands esprits de nos compatriotes qui ont vécu au Canada et qui sont partis. Je voulais parler ici du frère Gervais Bumba, un résistant congolais qui est parti. Je voulais dédier cette vidéo aux résistants Mbiki de Nanité Lamio. Un résistant. Excusez-moi, chers amis. Un résistant qui est parti. Je voulais dédier cette vidéo à Victor Kiwangutsati, un résistant qui est parti. Un ami de lutte. Un ami de lutte, un mentor. Il était mon mentor. Et moi, je marche sur les pas de Victor Tsatikiwango. Il m'a toujours doté de ce courage-là. Il m'a toujours dit, Pongui, vas-y. Le monde appartient aux courageux, chers amis. Il faut oser. Et nous allons oser. Nous allons le faire. Nous allons dédier cette vidéo à Augustin Kalakala. Qui est parti. Bruno Sebi qui est parti. Le cardinal Émile Biaïna qui est parti. Monseigneur Ernest Komo. Au président Marengwabi, au président Massamba Deba. Je veux dédier ça à mon père.
Je veux dédier ça à mon père, ma mère, à mes frères, mes sœurs, tous ceux qui sont partis. À toutes les victimes du pool. Je me suis dans le pool, à Ikongono. Tous ceux qui sont partis pour le Congo. Le Congo sera libre. Merci d'avoir suivi la vidéo. À plus tard.